Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Halloween approche, donc je vais vous raconter des histoires effrayantes qui sont paranormales. C'est un peu comme des threads d'horreur, à la différence que ces histoires-là, vous les avez jamais entendues nulle part, parce que c'est moi qui les ai écrites. Donc c'est un nouveau contenu qui va s'appeler « Au fait-moi peur ». Au fait, pour moi, et fais-moi peur. Donc c'est parti, installez-vous, prenez votre petit plaid, votre chocolat chaud, éteignez les lumières pour un maximum de frissons garantis, et je vous conseille aussi de mettre vos écouteurs si vous voulez être un maximum dans l'ambiance. C'est parti. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tim et qui a 11 ans. Tim vit à la campagne avec ses parents dans un très vieux corps de ferme qu'ils ont retapé. Enfin, c'est un corps de ferme qui est dans la famille depuis des générations et des générations. Et le papa de Tim, qui en hérite à la mort de son père, donc le grand-père de Tim, décide de retaper la bâtisse dans un premier temps pour en faire une maison secondaire, donc une maison de vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents de Tim sont des amoureux de l'ancien temps et qu'ils ont souhaité conserver un maximum de choses conservables sur ce lieu. Et aussi surtout pour ne pas effacer l'histoire de la famille de Tim qui a vécu dans cette maison sur des décennies. Ainsi, le petit Tim passe toutes ses vacances d'été là-bas à s'amuser comme un fou, à faire de la balançoire, à jouer au ballon, à faire des choses de son âge au final. Il a d'ailleurs de très bons souvenirs de s'être très bien amusé pendant ses vacances là-bas, malgré le fait que ce soit un enfant unique. Donc à certains moments, Tim a trouvé quand même le temps assez long parce qu'il n'avait personne pour jouer avec lui, aucun petit camarade ou voisin à l'horizon. Mais un jour, alors qu'il jouait à l'extérieur, il vit au loin passer un garçon qui lui semblait être de son âge. Il avait avec lui une canne à pêche et allait vers la direction de la maison de Tim. Ce petit garçon se trouve être Martin, un enfant de son âge effectivement. Ils se rencontrent, ils échangent quelques mots et Martin lui dit qu'il habite une maison dans les bois, d'ailleurs pas très loin de celle de Tim. Il lui dit aussi qu'il a l'habitude de passer devant la maison de Tim parce que derrière sa maison, dans la forêt, il y a une rivière où il va régulièrement pêcher. Tim est super content d'avoir rencontré ce petit voisin, de se dire qu'il ne sera plus seul et qu'il pourra jouer avec quelqu'un. Donc les jours passent. Ils commencent à passer de plus en plus leur après-midi ensemble et c'est comme ça qu'ils deviennent des super copains. Au fil du temps, Tim le considère comme son meilleur ami. Ils partagent beaucoup de choses. Ils ont le même âge, aiment les mêmes choses, jouent au même jeu. Il n'est pas si différent de lui en fait, à l'exception de sa tenue. Martin porte une veste noire, un peu longue, avec le col relevé. Un espèce de short marron en velours qui s'arrête au-dessus des genoux et qui laisse apparaître de longues chaussettes noires, dans des bottines en cuir également marron. Et il ne se promène jamais sans son béret. Il est, disons-le, un peu démodé et il a l'air de sortir tout droit d'un film d'époque. Mais ça, Tim ne le remarque pas trop. À la rigueur, il pense que c'est comme ça que s'habillent les gens de la campagne, lui qui vient de la ville et qui habite depuis qu'il est né. Les jours passent et les deux amis se retrouvent très régulièrement pour jouer ensemble. Mais c'est bizarre parce que Martin n'arrive jamais à se souvenir du prénom de Tim, alors que ça fait maintenant un moment qu'ils se connaissent. Il lui donne toujours un prénom comme sorti de nulle part et ce prénom c'est René. Tim le reprend alors plusieurs fois en lui disant « Ben non, écoute, moi, je comprends pas pourquoi tu m'appelles pas Tim depuis le temps qu'on se connaît, que tu me donnes un autre prénom qui est sorti de nulle part, parce que moi je connais pas ce prénom. Pourquoi tu fais ça en fait ?» Et sauf que Martin n'arrive pas à l'imprégner dans son cerveau et il continue à l'appeler René tout le temps en boucle et ça a le don d'agacer Tim. Alors Tim au bout d'un moment il lâche l'affaire et il dit s'il veut m'appeler René, soit ça changera pas notre amitié et le fait qu'on joue ensemble et qu'on s'amuse bien. L'année d'après, la maison est finie d'être retapée et les parents de Tim qui aiment beaucoup y aller pendant les vacances d'été décident d'y aller plus fréquemment et donc ils y vont aussi à chaque vacances scolaires. Puis ils aiment tellement cet endroit qu'un jour ils décident carrément de déménager dans la ville pour venir habiter à la campagne dans cette maison. Alors là, c'est une super nouvelle pour Tim. Il est super content parce qu'il se dit que forcément, à l'école du village où il va aller, il y aura Martin. Et donc ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Donc il est super heureux. Le problème, c'est que le premier jour à l'école, Tim ne voit pas Martin.
il n'est pas dans sa classe et c'est super bizarre parce que il n'y a pas beaucoup d'élèves vu que c'est un très petit village et donc Martin qui a son âge devrait forcément être dans sa classe. Puis il se dit peut-être qu'il a redoublé ou autre, ou sauté une classe, mais le problème c'est qu'il ne le voit nulle part dans l'enceinte de l'école, ni dans les couloirs, ni à la récréation, ni dans la cantine, vraiment nulle part. Martin n'est pas là. En plus de ça, Tim trouve ça bizarre parce que il ne le voit même plus passer devant sa maison pour aller pêcher. Alors il se dit sûrement que c'est parce que on est en février, il fait froid et c'est sûrement une période à laquelle il ne va pas pêcher. Au bout d'un moment, à force de pas voir Martin, il demande quand même à ses parents si eux ne l'ont pas vu. Les parents, ils réagissent un peu bizarrement, ils se mettent à sourire et à rigoler et ils prêtent pas forcément attention plus que ça à sa question et non, ils répondent qu'ils ne l'ont pas vu. Alors là, c'est le drame pour Tim, il se met à fondre en larmes. Et là, les parents se disent « Ok, c'est peut-être plus grave que ce qu'on pensait ». Et donc, ils se mettent à expliquer à Tim qu'il faut qu'il comprenne qu'il a grandi et qu'il ne voit peut-être plus son ami imaginaire. Tim est choqué. Il se met à hurler sur ses parents en lui disant que Martin n'est pas un ami imaginaire, qu'il a réellement existé, qu'il existe, qu'il ne sait pas où il est et qu'il faut faire quelque chose parce que il n'en peut plus, il se fait du souci pour son ami vraiment. Et que c'est pas drôle que ses parents disent quelque chose comme ça parce que ça l'affecte beaucoup, on joue pas avec les sentiments, on joue pas avec l'amitié. Et Tim est un peu déçu de leur réaction et de leurs propos. Tim leur dit « Mais vous l'avez déjà vu ? Vous lui avez déjà parlé ? Comment vous pouvez me dire que c'est un ami imaginaire ?» Les parents sont déconcertés, ils disent « Mais Tim, on pensait que c'était un jeu. Quand tu venais nous voir avec ton soi-disant ami Martin, ben, on faisait semblant de répondre ou de lui sourire parce que voilà, on pensait que c'était un jeu. » Bref, les jours passent, les mois aussi, et toujours aucun signe de Martin. Tim recommence à se sentir seul et abandonné vu qu'il ne sait pas où est Martin. Et puis il a un nouveau sentiment, il commence à se sentir mal à l'aise dans cette maison qui est assez vieillotte et qui, on va pas se mentir, fait flipper. C'est une grande maison en pierre, froide et lugubre avec très peu de lumière naturelle et beaucoup de pièces, alors comment ne pas s'y sentir mal ? Dans cette maison, il y a 3 étages. En bas se trouve l'entrée avec une cuisine d'été, un salon, salle à manger, ainsi que la chambre des parents. Sur l'étage du milieu se trouvent 2 salles de bain, une qu'utilise Tim et l'autre pour ses parents, ainsi qu'une buanderie et un grand salon avec encore une cuisine. Puis, au dernier étage se trouve la chambre de Tim avec 4 autres pièces qui ne sont pas encore aménagées, mais qui sont destinées à être 2 chambres d'amis, un bureau ainsi qu'une salle de jeu. C'est bizarre, mais accompagné de ce sentiment de mal-être, Tim trouve quand même qu'il lui arrive des choses étranges. Au début, il n'y prêtait pas plus attention que ça, mais c'est vrai qu'il commence à se poser des questions et il a un peu peur. Tout a commencé avec cette sensation de se sentir observé à chaque endroit de la maison. Et c'est devenu assez vite une sensation très oppressante pour Tim. Mais il n'était pas au bout de ses soucis parce que les choses se corsent. Un soir, il monte au dernier étage dans sa chambre pour aller se coucher. Il enfile son pyjama, se brosse les dents et se met au lit. Il commence à somnoler quand d'un seul coup, sans raison, il se réveille en sursaut. Jusque-là, rien de très grave parce que ça peut arriver à tout le monde. Alors il essaie de se rendormir mais soudain son pouls s'accélère et il commence à se sentir très mal à l'aise. Il ferme les yeux, essaie de penser à autre chose et tente de se rendormir. Quelques minutes plus tard, il entend l'escalier en bois craquer. L'escalier se trouve presque en face de la porte de sa chambre. Il pense alors que c'est certainement le bois qui travaille, mais accompagné de ces craquements, il entend un bruit de pas très léger. Il n'est pas dans le noir complet car sa fenêtre ne possède pas de volet et grâce à la lueur de la lune, on peut voir toute la pièce. C'est alors qu'il distingue une ombre se faufiler dans l'encadrement de sa porte et il a l'impression de voir une tête avec un bras, mais le reste du corps est caché derrière le mur dans le couloir.
comme si l'ombre voulait être discrète et le zioter sans se faire voir. Tim prend peur, son cœur s'accélère, sa respiration se coupe et il se cache sous les couettes. Et il finit par s'endormir sous les draps après de longues minutes interminables. Le lendemain, Tim a l'impression que c'était juste un mauvais rêve ou alors son imagination, donc il n'en parle pas à ses parents et il passe sa journée normalement. D'ailleurs, rien ne se passe, sauf ce sentiment encore et toujours d'être observé. Et le soir, il s'endort et toujours rien. Par contre, le surlendemain, Tim se lève, il sort de sa chambre et au même moment, dans une des pièces vides qui se trouve au fond du couloir, il entend un bruit. Il s'en approche pour écouter à travers la porte s'il entend de nouveau quelque chose. Et à ce moment-là, son sang se glace. Il est pétrifié. Tim vient d'entendre comme un rire d'enfant derrière cette porte. Cette pièce qui est censée être vide. Il prend alors ses jambes à son cou, dévale les escaliers et là il entend derrière lui quelque chose qui le suit. Tim est pétrifié, il ne sait plus quoi faire. Il court et il arrive enfin dans la cuisine, là où il y a ses parents. Et il se retourne et il ne voit rien. Il sait que cette fois-ci, il était bel et bien réveillé et que ce n'est pas du tout le fruit de son imagination. Son père lui demande ce qu'il se passe, donc Tim lui explique qu'il a entendu un bruit dans cette fameuse pièce qui est censée être vide. Il décide de l'accompagner pour vérifier avec lui et lui montrer qu'il n'y a rien dans la pièce. C'est peut-être un rongeur ou un animal qui marche sur le parquet et simplement qui fait du bruit. Donc il monte au dernier étage, ouvrir cette fameuse pièce. Et rien. Juste une pièce un peu poussiéreuse avec des toiles d'araignée. Mais rien, même pas un petit rat qui aurait pu faire du bruit. Rien du tout. Le soir, Tim a un peu du mal à aller se coucher parce qu'il est encore effrayé de ce qui lui est arrivé plus tôt dans la journée. Et il se dit que voilà, il est au dernier étage, tout seul, avec toutes ces pièces vides qui l'entourent. Et en plus, il y a des bruits qui proviennent de ces pièces. Et ses parents sont 2 étages en dessous, au rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que il est assez effrayé de ce qui peut encore se passer. Est-ce qu'il va encore se passer quelque chose d'ailleurs? Il décide de rester optimiste, il prend son courage à deux mains et va se coucher. Mais bien évidemment, les pensées trottent dans sa tête et il a du mal à s'endormir. Les heures défilent et le sommeil ne vient toujours pas. On est au beau milieu de la nuit et Tim entend de nouveau des bruits de pas et le grincement des escaliers. Son réflexe est de se cacher sous la couette, mais les bruits de pas se dirigent alors vers sa chambre. Il retient sa respiration, il essaie de faire le moins de bruit possible, mais la chaleur sous la couette devient insoutenable et l'air est irrespirable. Il sort alors sa tête et voit quelque chose au pied de son lit. C'est Martin. Mais il n'est pas comme d'habitude, son teint est plus pâle et surtout il ne voit pas ses pieds. Pourtant, il se tient là, debout, devant lui. Mais Tim a l'impression que Martin est comme en train de flotter au-dessus du sol. Il est là, debout, devant le lit. Tim le fixe. Soudain, Martin se met à parler. « René, pourquoi tu m'as laissé ? Je pensais qu'on était amis et les amis ne se laissent jamais. » Après ces quelques paroles, il fait le tour du lit, il sort de la chambre et disparaît dans le couloir sombre. René, dans l'histoire, est en fait l'arrière-arrière-grand-père de Tim. Il était à l'époque le meilleur ami de Martin. Mais durant la guerre, les soldats ont pris d'assaut un petit village et ses alentours, et la famille de René a réussi à s'enfuir, mais pas celle de Martin. Le petit Martin est mort en supplice, avec l'espoir de voir son meilleur ami venir le chercher, car des amis ne s'abandonnent jamais, il se l'était promis. Voilà les amis, c'est la fin de cette première histoire d'horreur. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on enchaîne directement avec la seconde et dernière histoire d'horreur. Cette fois-ci, c'est l'histoire de 3 ados, ils ont 15 ans et ils habitent dans le même village. L'un d'eux s'appelle Étienne et puis il y a Jean et Alexandre. Les 3 garçons fréquentent le même collège et ils ont aussi pour habitude de se voir chaque week-end. Durant leur temps libre, en dehors des cours, ils partagent une passion commune qui est l'urbex. Ajoutez à cela, malgré leur très jeune âge, ils ont déjà un goût très prononcé pour le paranormal. Cette attirance pour le paranormal vient de leur ami Étienne. Dès son plus jeune âge, Étienne baigne dedans de par sa maman qui se considère comme être une sorcière
et qui lui apprend donc énormément de choses à ce sujet. Mais Étienne est jeune et c'est un univers qui le fascine tout autant qu'il ne le terrorise. Et il en parle souvent à ses copains, il lui raconte des anecdotes de ce qu'il voit et de ce qu'il entend provenant du monde de l'invisible. Et il faut dire que Jean et Alexandre sont très curieux et ils s'intéressent rapidement à ce sujet et veulent être comme Étienne. Ce que j'entends par là, c'est qu'Étienne possède des facultés à voir et à entendre des choses que tout le monde ne peut pas percevoir. Depuis qu'ils se connaissent, ils ont l'habitude de passer leur week-end ensemble à faire de longues balades et de l'exploration. C'est un petit village où tout le monde se connaît, alors les parents ne sont pas très inquiets de les laisser sortir seuls. Ils adorent ce qu'ils font, ils explorent les forêts, les anciens bâtiments, les maisons abandonnées, les ruines, etc. Un jour de pluie, les garçons décident de visiter une très vieille maison abandonnée qui se trouve à 20 minutes de marche de leur village. C'est Alexandre qui l'a repéré un peu plus tôt dans la semaine en passant devant en voiture avec ses parents. Ils partent donc en direction de la maison, mais cette fois-ci sans prévenir leurs parents parce que, comme il faut marcher le long de la route, avec les voitures c'est trop dangereux et les parents n'auraient sûrement pas été d'accord. Ils sont maintenant arrivés en début d'après-midi à la maison et c'est parti pour l'exploration. Ils commencent par explorer l'extérieur qui est assez vaste et la nature a d'ailleurs repris tous ses droits. Ce n'est plus du tout entretenu après toutes ces années. En faisant le tour de la maison, ils remarquent une porte ouverte qui donne sur un escalier descendant à une cave. Ils s'arrêtent tous devant la porte, le silence règne un instant et ils se regardent, tous les trois, sans bouger. Puis, Jean prend la parole. Je crois pas qu'on devrait descendre au sous-sol. Alexandre lui répond, mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ce sous-sol? Il y aura personne, la maison est abandonnée depuis des années. À la limite, ce qu'on peut croiser, c'est un rat. Jean lui répond, ok, pourquoi pas, je pense que t'as raison. Puis tous les deux s'exclament, et toi Étienne, t'en penses quoi? Tu viens ou quoi? Étienne hoche la tête pour acquiescer et ils descendent les escaliers. Ils se munissent de leur lampe torche car il n'y a aucune source de lumière dans le sous-sol. L'odeur est vraiment très désagréable, c'est un mélange de terre, de poussière et d'animaux en décomposition. Sûrement des souris ou des rats, de pauvres bêtes qui sont entrées dans cette cave et qui n'ont plus jamais retrouvé la sortie. Ils trouvent dans ce sous-sol de vieux outils rouillés par le temps, des bocaux de nourriture, dont principalement de la confiture, et des affaires personnelles ayant certainement appartenu aux anciens occupants de la maison. Puis soudainement, ils entendent un bruit. Quelque chose dans la cave tombe au sol. Ils ne savent pas vraiment d'où vient le bruit, et quand ils allument les lampes torches pour voir, ils ne trouvent rien. Un peu apeurés par ce bruit sorti de nulle part, ils décident de remonter les escaliers pour sortir de la cave et continuer leur exploration. En remontant vers l'extérieur, Étienne se retourne une dernière fois pour regarder la cave, et avec la lumière du jour provenant de dehors, il aperçoit une ombre se retirant lentement vers l'obscurité du sous-sol. Il ne dit rien à ses amis parce qu'il se dit qu'il se fait des idées avec ce bruit qui leur a fait peur. Et comme la peur attire la peur, des fois on s'imagine des choses. Une fois dehors, ils font le tour de la maison pour trouver notre entrée, mais la porte d'entrée est verrouillée et ils arrivent à trouver une fenêtre donnant sur la cuisine qui est ouverte. Alexandre, le plus courageux, passe devant, suivi de Jean et Étienne ensuite qui ferment toujours la marche. Au moment où Étienne franchit cette fenêtre et qu'il entre dans la pièce, il est pris d'un frisson intense, il se met à avoir des sueurs froides, il est vraiment pas bien. Il se retourne alors pour regarder dehors et il aperçoit, derrière un arbre, de nouveau cette ombre qui le fixe. Il détourne son regard, il rejoint ses amis et fait comme si de rien n'était. Il continue d'explorer les lieux, le salon, la salle de bain, les chambres et toutes les autres pièces de la maison. Mais à chaque fois qu'il change de pièce, Étienne a ce sentiment bizarre qu'on le suit et qu'on l'observe de loin. Et à chaque fois qu'il voit un endroit dans cette maison qui est un peu plus sombre, il a l'impression d'apercevoir cette ombre qui s'en va et qui est très furtive. Étienne met ça sur le compte de la peur, qui lui fait imaginer des choses qu'il n'est pas censé voir, des choses qui ne sont pas normales, des choses effrayantes. Puis, on va pas se mentir, c'est un lieu qui donne pas envie d'être visité. Au premier abord, il est très effrayant. Tout est vieux dans cet endroit, c'est assez lugubre et insalubre. Il y a des affaires partout sur le sol, tellement que à certains endroits, on peut même pas se frayer de chemin. Puis, ils ne peuvent même pas monter au 2e étage parce que l'escalier paraît très fragile et le sol menace de s'effondrer. C'est beaucoup trop dangereux. L'exploration de la maison se termine par la 3e et dernière chambre. C'est la chambre parentale. C'est bizarre, dans cette chambre, tout un tas de bougies blanches est posé partout. Au sol, autour du lit, devant la porte, devant la fenêtre,
sur les meubles. Je ne saurais même pas dire combien il y en a, à l'exception d'une seule qui est noire. Et elle est posée là, au milieu du lit. En entrant dans la pièce, les frissons d'Étienne sont de nouveau là et 2 fois plus intenses. Les sueurs froides reviennent également, il ne se sent vraiment pas bien, son cœur s'accélère et il est à 2 doigts de s'évanouir. Ses amis s'en aperçoivent et ils le retiennent pour éviter qu'il ne s'effondre, et à ce moment-là, Étienne sent une présence derrière lui et il entend une voix lui murmurer à l'oreille. Je suis là. Je vous suis depuis le sous-sol. À ce moment-là, un coup de vent glacial traverse la pièce, la bougie noire sur le lit s'enflamme, et dans le coin de la pièce, derrière l'armoire, les 3 garçons voient l'ombre. Une ombre noire, avec des yeux rouges. Il pose sur l'armoire de longs doigts fins et crochus. Jean est pétrifié, Étienne est à moitié conscient, alors Alexandre n'a plus le choix. Jean attrape la main de ses 2 amis, il les tire hors de la pièce, il court sans se retourner jusqu'à la fenêtre de la cuisine qui est ouverte, il les tire vraiment de toutes ses forces, il les aide à franchir la fenêtre, il saute à l'extérieur à son tour, et là, la fenêtre se referme derrière lui avec fracas. Tous les 3, ils courent sur la route pendant de longues minutes sans se retourner, ils arrivent chez eux à bout de souffle, se prennent dans les bras, et depuis ce jour-là, personne n'a reparlé de cette histoire. Voilà les amis, c'était la dernière histoire paranormale de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le concept. En tout cas, moi j'ai kiffé écrire ces histoires. Je me suis fait peur 2-3 fois en écrivant des trucs, mais franchement c'était que du kiff. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner vos retours. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, il s'affiche en bas de l'écran. Et d'ici là, je vous dis ciao et portez-vous bien pour de nouvelles histoires d'horreur. Bye.